Salut, il est midi 30, vous êtes au 103.5 FM Radio Dryackland. Je suis Ron Pittner, c'est Out to Lunch avec Jazz, bien sûr. Chaque année, il allait faire des club med pour aller jouer, quoi. Donc, à cette occasion, il a rencontré une femme pour qui il est venu à Colmar, quoi. Ah, je dis, pourquoi pas? Je dis, si tu loges à Paris, tu peux loger aussi en Alsace. Je peux peut-être te faire une petite place en Alsace. Alors voilà, il a décidé un jour de venir en Alsace. Et puis bon, ça a duré. Ce que ça a duré, bon, l'histoire d'amour s'est effilochée, mais l'amitié est restée. Les traits qui m'ont le plus attiré dans Ron, c'était même pas du tout le musicien. C'était l'esprit, beaucoup d'humour, et puis ce côté adolescent. Et c'était un paradoxe, Ron, parce qu'il avait des côtés tellement, justement, factices, et des côtés tellement profonds. Il était paradoxal, hein, vraiment, Ron. Très, 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 très. Finalement, c'était un anxieux, sous ses dehors de sage, c'était un anxieux, il était le contraire de ce qu'il montrait. Le bohème, avec des idées, bon, ça on ne mange pas comme ça on ne va pas là, ça on ne fait pas. C'est un puzzle, c'est un puzzle. Il est trop, vraiment. Par contre, dans son boulot, je crois qu'il n'y a que là où il était... Je pense qu'il n'y a que là qu'il était vraiment bien, à mon avis. Il n'y a que là qu'il était bien. J'ai remarqué l'accent tout de suite, quoi, et puis son intérêt pour le jazz. Je ne savais pas encore qui c'était à l'époque, hein. Et puis petit à petit, on a sympathisé, et puis on est devenus vraiment copains, quoi. J'ai appris à connaître ses goûts pour le jazz. En fait, c'était assez précis, hein, son goût pour le jazz, hein. C'était d'ailleurs assez paradoxal avec son parcours, puisque lui, il a commencé dans le free jazz. Et dans le free jazz, il y a, à part Ornette Coleman ou Eric Dolphy, des gens comme ça, quoi, qui sont... donc il l'écoutait encore, hein. Il avait passé, disons, ce stade, et il est revenu à un jazz beaucoup plus sage. Avec lui, on savait qu'il fallait jouer certains standards, quoi. Qu'il adorait. Je sais pas, Bach's Groove, c'était un de ses morceaux, c'était son morceau d'ailleurs du téléphone, l'indicatif du téléphone. Thème de Bill Jackson avec Miles Davis, quoi. Sa grande force, c'était le timing, comme je disais, là, il a une belle frappe comme ça, et ça marchait bien avec la basse, quoi. Même qu'il y avait l'absence du Charleston, quoi, on pouvait presque ne pas le ressentir, ce manque. Pour lui,
être musicien de jazz, c'est pas seulement jouer le jazz, mais c'est être le jazz dans la vie. Effectivement, pour les gens, je pense qu'ils le rencontraient, c'est un personnage tout à fait pas anodin, parce qu'il avait une façon de vivre comme ça. Il a été élevé dans cet univers d'Hollywood. Il a été marqué par ça. Il avait une tante qui faisait partie des girls, là, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette revue hollywoodienne là, des années 40. Il avait une tante qui en faisait partie. Donc il a baigné là-dedans. Il a même été pris comme... il a fait de la figuration là-dedans. Il a bercé dans cette ambiance de jazz depuis tout petit parce qu'il avait une maman qui était née à la Nouvelle-Orléans. Donc New Orleans avec les big bands, Duke Ellington, Louis Armstrong, enfin tous ces musiciens très très connus. Et donc quand il a fallu choisir un métier, c'était soit devenir joueur de baseball, soit devenir musicien de jazz. Et il m'avait dit qu'en fait la première fois il a pris un fût métallique, je crois, il a essayé de faire un rôle et immédiatement il a réussi son rôle et puis il a dit je vais faire du jazz. Il admirait son père en fait pour... c'est lui qui lui a donné la passion de l'aviation parce que son père était un ancien pilote de l'Air Force, l'US Air Force, quoi. Donc c'est lui qui avait donné la passion de l'aviation. Et ça, il avait plein de maquettes chez lui, il construisait des maquettes à longueur de journée. Ça, il avait des avions accrochés au plafond. Et il avait, quand il était chez lui, je crois que c'est un rêveur parfois aussi, Ron, hein, parce que quand il était devant ses maquettes, il les regardait et il rêvait. Je ne sais pas s'il était à la place du pilote ou du truc, mais il arrivait d'avoir un petit moment de vide, d'absence, de silence. Il regardait ses maquettes. Je ne sais pas à quoi il pensait à ce moment-là, mais je crois qu'il avait certainement, du fait de son père qui était pendant la guerre dans les volontaires américains qui combattaient aux côtés des Chinois en 1942-41, Ron Pitner était vraiment passionné par ce qu'on appelait les Air Voluntary Groups, les AVG, donc les fameux tigres volants. C'était des avions très spéciaux, c'était des P-40 qui avaient une gueule de requin. Et la veste de vol qu'il avait chez lui, c'est la veste de vol de son père, qui était c'était la fameuse, je ne sais plus comment ça s'appelle, les fameuses vestes de vol. Et en plus de ça, le côté historique, il connaissait vraiment par cœur l'histoire de ces groupes de volontaires, quoi. Ça, c'était pas directement, moi je classerais pratiquement dans ce que les Allemands, ils ont un beau mot pour ça qui s'appelle Freizeithistorik, quoi. Historien du dimanche, nous on dirait, ben moi je classerais plutôt Ron Pitner au lieu de passionné plutôt par historien du dimanche, hein. Moi quand
quand j'allais chez lui, souvent, ça me fait penser à la chanson de Charles Aznavour, La Bohème. Il n'avait rien et puis il était heureux là. Ron, c'était sa vie, ça. Hein. C'était sa vie. J'imagine comme chaque père américain, il a dû offrir un gant à son enfant, une balle, et puis dans le jardin familial, lancer des balles. Et effectivement, après, il a eu la possibilité, il a évolué, il est allé jusqu'en universitaire, et il était donc en fait très très avancé au niveau du baseball. Et il a eu un choix à un moment, un choix à faire, de effectivement soit continuer et devenir un professionnel du baseball, puisque c'est du professionnel aux États-Unis. Et ce côté professionnel du baseball, il l'a pas choisi pour s'orienter vraiment vers la musique. Regretter, je sais pas si réellement il a regretté, parce que pour lui le jazz a été sa vie et il s'est construit après et avec le jazz. C'est évident qu'il gardait ce contact très très intense avec le baseball parce que effectivement ça lui donnait une dimension, il retrouvait son pays. Donc dès qu'on voyait le blouson, le bandana et le vélo, et encore, j'étais très touché, je ne le savais pas, sur son vélo, il avait mis son vélo vert, il avait marqué au Tipex, il avait marqué, et ça montre toute son imagination, sa créativité, parce qu'il peignait aussi beaucoup, il dessinait énormément. Il avait marqué « Was it too fast ?» avec un point d'interrogation. Ron était, je pense du fait qu'il était très indépendant, il n'aimait pas trop dire écoute, viens, aide-moi, donne-moi un coup de main. Donc déjà, il n'a pas voulu alarmer les autres personnes, il n'a pas voulu alarmer ni sa famille, ni ses amis. Ce qui fait que pendant 5 mois, il a laissé entendre à tout le monde qu'il était I'm cool, I'm fine, everything is okay, j'ai pas de problème, tout va bien, quoi. Et disons, lui-même était persuadé qu'avec la chimiothérapie, la radiothérapie, il allait s'en sortir. Et je veux dire... Lui, il avait longtemps beaucoup d'espoir. Donc, je ne sais pas si... on voyait qu'il... disons, il paniquait beaucoup au début. À la fin, il s'était fait une raison et je trouvais qu'il était nettement plus serein. À mon avis, quand il a su qu'il allait mourir, vraiment, quand il n'y avait plus d'espoir. Parce que j'ai quand même l'impression, parce que c'est difficile de parler avec les gens de ces choses-là, vraiment. Maman, que c'était pas une amie pour lui.
C'est pas une chose à laquelle il s'était préparé. On est seul dans 2 cas, quand on est et quand on meurt, même s'il y a du monde autour. Mais ça doit être quand même rassurant d'avoir de la famille, ça raccroche quand même aux racines. Il a cherché du réconfort ailleurs que chez les humains et ses amis, quoi. Et un jour à la chapelle, un pasteur, il a fait je pense qu'il a commencé à changer un peu ses opinions qu'il avait envers la religion, quoi. Et ça nous avait tous surpris parce que c'est pas une dimension dont il parlait au quotidien. Et je pense qu'il y a eu un déclic où il s'est passé quelque chose à l'hôpital Pasteur parce qu'un jour, il sent qu'il est ferme, lui qui bougeait tout le temps sur son vélo dans Colmar et qui se baladait partout. Il est sorti de sa chambre, il est parti se promener et il a été attiré par des voix, par des chants. Et il a retrouvé en fait ces voix à la chapelle de l'hôpital Pasteur. Et il nous a raconté, il nous a dit quand j'étais dans la chapelle, j'écoutais la musique. Et quand j'écoute la musique, il y avait le soleil qui traversait le vitrail et qui arrivait sur moi. Et le soleil, pour moi, c'était Santa Monica, c'est les États-Unis. Et en plus, il y a un avion qui est passé, plane qui est passé. Et il nous a dit là, j'ai senti qu'il y a quelque chose s'est passé. Et c'est vrai, il l'a dit plusieurs fois après. Il a dit plusieurs fois qu'il avait senti qu'il y avait un rassemblement des choses qu'il affectionnait particulièrement, c'est-à-dire les avions, le soleil et ces chants. Et il a retrouvé déjà 3 éléments en se rendant dans cette chapelle. Donc c'est quand même très, très particulier. Et je pense que c'est ça, il devait se rendre compte qu'il était trop touché. Alors c'est rigolo parce que c'était un homme finalement, moi à mon avis, il était plus amoureux de l'amour que amoureux des gens. Le 28 juin, donc ses cendres ont été dispersées dans l'océan et donc ses amis ont fait une cérémonie très, très, très digne, très jolie en fait sur la plage. Et ils étaient très très émus du fait que quand les 2 femmes, donc c'était une amie de Rhône plus la première épouse de Rhône, elles sont allées mettre un petit peu de cendres dans l'océan. Il y a a School of Dolphins, c'est-à-dire des dauphins qui sont sortis de l'eau et qui ont joué quelques instants assez près du rivage en plus. Et donc les dauphins, c'était son animal préféré. C'était signe de bonheur, signe de chance. Et puis quelque part, on peut dire c'était peut-être un message de coucou, un message d'amour.